Donc, un grand merci, Serge Laroche, pour cet exposé vraiment passionnant qui parcourt vraiment toute l'histoire de la physique jusqu'à nos jours. Je pense qu'on peut prendre le temps de quelques petites questions, peut-être deux ou trois, donc je suis passé dans l'audience s'il y a quelqu'un qui souhaite poser les pages. Voilà. Il faut que j'ai un micro moi aussi. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Je voulais savoir maintenant comment vous représentez le photon. Est-ce que vous le représentez premièrement et si oui, comment? Oui. C'est difficile de se représenter le photon précisément parce que c'est un concept quantique. Hein. C'est notre esprit, notre intuition du monde ne nous permet pas de réconcilier ce dualisme de façon évidente. Le photon, quand je me représente mon photon dans la cavité, dans certains cas, je le vois comme une onde qui va interférer avec des nœuds sur les miroirs de la cavité et une succession de ventres, et on fait passer les atomes dans les ventres de cette onde. Et puis quand je le vois comme une particule, je l'imagine comme une particule rebondissant sur les parois de la cavité un grand nombre de fois. Ces deux images sont complémentaires l'une de l'autre, comme le dirait Bohr, et celle que l'on doit prendre dépend du type d'expérience qu'on veut faire. Si on mettait un détecteur à l'intérieur de la cavité, on verrait le photon apparaître comme quelque chose de discret. Ce n'est pas possible pratiquement, mais c'est comme ça. Et par contre, lorsqu'on fait des expériences d'interférence, la distance des miroirs joue un rôle essentiel, donc on voit plutôt le photon comme une onde. Et donc il y a ces deux aspects complémentaires. Tout ce que je peux dire que l'intuition qu'on doit se bâtir pour essayer de prévoir ou de comprendre des expériences est très différente de l'intuition que l'on a du monde. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a fallu tellement de temps pour comprendre ce qu'était la lumière. Huygens et Newton avaient des intuitions différentes. L'un voyait ça comme une onde, l'autre comme un flux de particules. Et maintenant, ce que cherche à faire la physique quantique, c'est rassembler ces deux visions complémentaires. Je pense néanmoins que si on me demande de choisir, en ce qui concerne la lumière, Huygens avait plus raison que Newton. Ne serait-ce que parce qu'il avait prévu que la lumière allait moins vite dans un milieu matériel et qu'avec le modèle naïf des particules de Newton, c'est le contraire. Le photon est quand même plus subtil que le modèle de particules de Newton, parce que le photon a beau être une particule, il se propage quand même moins vite dans l'eau que dans l'air. Oui, monsieur. Là-bas, oui, ici. Oui. Attendez, on va répondre après. Je suis pas un physicien richeviste. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est pourquoi le photon n'a pas de masse. Je crois que la science ne répond jamais à la question pourquoi. Mais si le photon avait une masse, il ne pourrait pas aller à la vitesse de la lumière, puisque par définition, si vous avez une masse finie, la vitesse va toujours être inférieure à la vitesse de la lumière. Peut-être une façon de répondre plus profondément à cette question, c'est que d'après le modèle standard des particules, les particules au départ avaient une masse nulle et certaines des particules ont acquis une masse par le couplage à un champ de particules qu'on appelle le champ de Higgs. Et donc, le photon a gardé une masse nulle. Par contre, des particules cousines du photon, qui sont les véhicules de l'interaction électrofaible, les particules W et Z, elles ont acquis une masse importante. Je ne peux pas vous en dire plus. D'abord, je ne connais pas bien, je ne connais pas les détails de cette théorie, mais je ne pense pas que ça réponde à la question pourquoi. C'est simplement, donc, il y a un modèle qui permet de comprendre ce qui se passe et qui, pour l'instant, colle avec l'ensemble des expériences, à ceci près qu'on ne sait pas ce qu'est la matière noire, qui laisse le photon en masse nulle, mais qui donne une masse à d'autres particules. Les lasers sont apparus en quelle année? Les lasers sont apparus en 1960. Le laser visible, en fait, il y avait des lasers à micro-ondes, ce qu'on appelle les masers, qui, eux, existent depuis 1954. Mais en fait, ce que je voulais dire, je n'ai pas eu le temps de le dire, c'est que l'idée de départ est encore une idée d'Einstein. Le laser est basé sur le phénomène d'émission stimulée, le fait que si un atome est excité,
Et s'il reçoit des photons, il doit avoir tendance à amplifier, à ajouter des photons à un mode qui en contient déjà. Et ça, c'est un effet que Einstein avait découvert en 1916 parce qu'il avait essayé à cette époque-là de retrouver la formule du rayonnement du corps noir en faisant le bilan des échanges d'interaction, des échanges d'énergie entre des atomes en équilibre thermique et la lumière. Et il avait vu que si on n'ajoutait pas ce terme d'émission stimulée, on ne retrouvait pas la loi de Planck. Et donc c'est pour retrouver la loi de Planck qu'il a ajouté ce processus en 1916. Ce que je trouve magnifique également pour l'histoire de la lumière, c'est qu'en 1916, en 1915, Einstein a établi la théorie de la relativité générale, qui indique qu'en particulier, il existe des ondes de gravitation. Et en 1916, il a introduit la notion d'émission stimulée, qui devait conduire à la découverte du laser, l'invention du laser. Et ce n'est qu'en 2015 qu'on a observé des ondes de gravitation. Et comment est-ce qu'on les a observées? À l'aide d'antennes gravitationnelles qui sont de gigantesques interféromètres de Michelson, dans lesquels le laser joue un rôle essentiel. Donc cet aspect laser, technologie et cet aspect fondamental sont en fait reliés, et les deux ont pour origine une idée qui a germé dans l'esprit d'Einstein à peu près la même année. Donc je pense que dans l'histoire des sciences, c'est également quelque chose de remarquable. Aussi, je voudrais insister sur le fait que l'interféromètre de Michelson a jalonné l'œuvre scientifique d'Einstein à plus d'un siècle d'intervalle. L'idée de départ a été plus ou moins influencée par le résultat négatif d'une expérience de Michelson, et un siècle plus tard, un résultat positif, qui est la détection des ondes de gravitation, a validé la théorie de la relativité, a contribué à valider davantage encore la théorie de la relativité générale. Et la lumière a joué un rôle essentiel dans les deux cas. Je voudrais insister également, puisqu'on est à Lyon, sur le fait que ces antennes gravitationnelles, elles sont basées sur la mise au point de miroirs absolument exceptionnels, des miroirs de très grande dimension qui réfléchissent la lumière quasi parfaitement dans le domaine visible. Et ces miroirs, ils sont mis au point dans une boîte lyonnaise ici à Lyon. Et les antennes gravitationnelles, aussi bien celles de LIGO aux États-Unis que celles de Virgo en Europe, bénéficient de cette technologie extraordinaire. Je vais avoir le droit de m'interroger en CMP. Donc merci beaucoup encore, Serge Chabrol.